Et on se retrouve pour le duel de dimanche politique. Vous l'avez certainement compris, François-Xavier Noumon, le père de la partie ce matin. On va le retrouver donc dimanche prochain ou même en soirée aujourd'hui. Alors, je suis avec les deux invités que j'annonçais, monsieur Eugène Azatassou du parti Les Démocrates. Bonjour. Bonjour madame, Merci bonjour sur le plateau et bonjour aux téléspectateurs. Il vous salue par ma voix. Nous avons également avec nous, bien évidemment, Antoine Abukono du parti analyste politique Bloc républicain. Bonjour. Bonjour Angèle. Merci d'être là pour ces échanges sur l'actualité de ces derniers jours. Alors, il y a tout un vacarme autour d'une certaine révision de la Constitution. Le Parti Les Démocrates est sorti donc pour fustiger ou bien alerter sur un troisième mandat qu'ils ne vont pas cautionner. Première question pour vous, évidemment, Monsieur Azatassou. Pourquoi en faire une polémique? Oui, merci madame. Vous savez, nous avons vu sur les antennes de la télévision nationale, on ne peut pas être mieux servi, des présidents d'institutions qui se sont réunis. Et là-dedans, nous avons eu M. Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale, qui a fait un discours où il apparaissait clairement que ces présidents-là pouvaient, réunis comme ça, pouvaient se considérer comme une assemblée constituante et qu'il s'agissait de la refonte totale. Madame, si vous entendez ça, et si vous n'êtes pas neutre comme vous, journaliste, et même si vous l'êtes, même si vous êtes de la mouvance et que vous entendez ça comme ça, vous ne pouvez que donner l'alerte. C'est ce qui a été fait. Nous avons fait ça parce que il n'est pas possible de procéder de cette manière. Nous avons toujours réclamé un dialogue politique et que toutes les parties s'asseyent et que l'on discute de notre vivre ensemble, de ce que nous devons faire ensemble, de comment nous devons continuer de gérer notre pays. Ben, ça nous a toujours été refusé sous le prétexte que bon, il n'y a rien à signaler, vous pouvez passer, il n'y a pas de crise, il n'y a rien, donc on continue comme avant. Et puis patatras, nous voyons ces présidents d'institutions qui disent qu'ils veulent refondre totalement. Alors, par rapport à ça, nous ne pouvions que donner l'alerte, madame. Ça, là, nous ne pouvions pas cautionner. Et effectivement, moi, d'ici, je félicite et remercie. Il n'y a pas que le parti Les Démocrates qui a réagi. Beaucoup de personnalités sont intervenues dans le débat et ont donné leur point de vue. Moi, je félicite tout ce monde-là pour dire il était nécessaire que cela se fasse. Bon, il y a eu un repli parce que nous avons assisté à la sortie du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, je crois, M. Vitali Bouton, qui a reprécisé un certain nombre de choses. Personnellement, je n'ai pas été convaincu par ce qu'il a développé, parce qu'il y a un mot qui n'était pas apparu dans les audios, les vidéos au départ, et qui est réapparu, c'est le mot digression, qu'on n'a pas noté au départ, qui est apparu par la suite. Bon, mais c'est dans le ton. Je n'ai pas été convaincu, mais je prends acte et je dis, au moins, ça signifie qu'ils ont senti qu'il y a matière à replier. Et pour ça, je voudrais déjà féliciter tous ceux qui ont réagi dans ce sens. D'accord. Alors, Antoine Abukono, pour vous, est-ce que ça vaut la peine, concrètement, avec cette révision? Est-ce que ça vaut la peine de faire une polémique là-dessus? Non, je pense que le problème qui est posé là, ce n'est pas en fait le problème de la révision. Je dirais que c'est par rapport au problème de l'abrogation de la Constitution. Si je m'en tiens au discours de mon co-débatteur, c'est-à-dire leur peur ne vient pas de la révision de la Constitution, mais leur peur vient de l'abrogation de la Constitution parce que
ils sont partis du discours du président de l'Assemblée nationale qui parle d'Assemblée constituante, qui parle de refonte totale de notre système. Cela suppose que nous allons vers une nouvelle constitution. C'est pourquoi je dis, si je m'en tiens à leur discours, leur peur n'annonce pas une révision de la Constitution, mais ça annonce une abrogation de la Constitution. Si tel est le cas, je pense que ils ont raison d'en faire un débat, puisque la doctrine aujourd'hui a admis un certain nombre de situations possibles qui peuvent conduire à l'élaboration d'une nouvelle constitution. À ma foi, nous ne sommes pas en présence de la création d'un nouvel État, nous ne sommes pas en présence d'un coup d'État qui a remis l'ordre constitutionnel antérieur en cause. Nous ne sommes pas en présence d'une situation où il faut aller à une conférence nationale pour refondre les choses, d'accord? Nous ne sommes pas en présence d'une rupture entre l'ordre constitutionnel qui était là et une nouvelle situation. Donc, la doctrine reconnaît ces différentes phases, ces différentes situations qui permettent d'aller à une nouvelle constitution. Comme on n'est pas dans ces conditions et qu'un discours provient du président de l'Assemblée nationale parlant d'une assemblée constituante, c'est normal que les gens réagissent. Mais avec cette sortie, justement... Voilà, je voulais en venir, non? Ça ressuscite, je voulais en venir. Maintenant, avec la sortie du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, nous pensons qu'on est loin de là. Mais peut-être qu'on va se retrouver dans un cas de révision constitutionnelle et non d'une abrogation de la Constitution. Et je crois que, tel que M. Acetasso a parlé, je voudrais savoir si désormais le parti Les Démocrates ne parle plus d'abrogation de la Constitution et que leur critique ne porte que sur une révision constitutionnelle. Et que si tel est le cas, nous allons maintenant faire le débat sur la révision constitutionnelle. Je voudrais m'en arrêter là pour qu'ils me permettent que désormais, on parle de révision. Leur peur là, est-ce que c'est par rapport à la révision de la Constitution ou bien c'est toujours par rapport à cette histoire d'Assemblée constituante? Monsieur Acetasso, vous avez la parole. Merci beaucoup. Non, disons que nous sommes dans ce pays depuis 2016. Nous voyons comment nous avons été gérés. Nous voyons comment est-ce qu'il a même été professé que on va subir la ruse et la rage. C'est-à-dire que même dans le cadre d'une révision constitutionnelle ordinaire, nous ne voulons pas que ce soit ceux-là qui sont en place qui dirigeantent cela. Non, il dit qu'il veut comprendre le langage. Non. Même la révision tout court. Parce que nous avons vu passer quelque chose, on a effectivement, ça faisait état d'une refonte, donc c'était comme si la révision, la Constitution doit être mise de côté. Je suis d'accord avec lui que ça suscitait des craintes, mais ce n'est pas que ça qui suscite des craintes. Vous voyez, en 2019, en novembre 2019, il y a eu déjà une révision de la Constitution. Vous voyez, c'était l'Assemblée monocolore où il n'y avait que les députés de la mouvance. Ils ont révisé la Constitution et ils ont mis un certain nombre de choses qui a permis au pouvoir de gérer jusque-là. Qu'est-ce qui maintenant qu'est-ce qui impose que avec
quelques années seulement de pratique de cette révision-là, que l'on aille maintenant à une nouvelle révision et que cette nouvelle révision ne soit pas consensuelle. Nous avons dit que nous devons faire un dialogue. Si au cours du dialogue, des différentes parties s'entendent sur une révision constitutionnelle et surtout un certain nombre de points à réviser, nous n'allons pas dire non. Mais si c'est le pouvoir en place, la majorité présidentielle en place, qui maintenant, par un certain nombre de passe-droits, par un certain nombre, initie une révision constitutionnelle, nous allons flairer la ruse et nous n'allons pas nous adonner à cela. Ça là, je suis clair là-dessus. Même le cas de révision constitutionnelle tout court. D'accord. Voilà. Il faudrait qu'on évolue, qu'on sache qu'on parle de révision de la Constitution ou d'abrogation de la Constitution. Bon, partons sur la révision de la Constitution, puisque cela permet, avec cette sortie du porte-parole de l'Assemblée nationale, c'est une certaine révision de la Constitution. Qu'est-ce qui vous pose un problème réellement, que ce soit l'exécutif ou le pouvoir en place qui le fasse? Quel est votre problème? Tout simplement parce que... Encore que ce n'est pas, d'après la sortie du porte-parole, cette fois-ci du gouvernement, ce n'est pas de leur chef. Pas du chef du gouvernement, donc ce ne sera pas l'initiative du gouvernement. Non, nous avons été gérés d'une certaine manière depuis 2016. Et c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas, à bras ouverts, faire confiance à des gens, ceux qui sont en face de nous, faire confiance à leur bonne volonté d'améliorer une constitution qui ne soit pas due à un calcul. Nous ne pouvons pas faire confiance à ça. Ça, là, c'est impossible. Sauf si on s'assoit, qu'on discute et qu'on aborde ces points. Regardez, je vais vous donner un exemple. En 2019, il y a eu un semblant de dialogue où il a été invité des partis de la mouvance et le parti FCBE fraîchement capturé. Vous comprenez? Bon, disons, sur lequel il y avait une crise au sein de FCBE. Il y avait toutes les formations politiques. Non, il n'y avait pas. Il y avait, comme de l'opposition via la tendance FCBE, dirigée par Paul Hompé, et avec lequel nous, on avait des problèmes réels. Est-ce que vous croyez? C'est ça qui a conduit d'ailleurs à la création d'un autre parti par la suite. Et nous n'avons pas... Au sortir de là, évidemment, nous avons des camarades parmi eux, des amis parmi eux, on a eu le point, mais quand ça a donné lieu à une révision de la Constitution, un certain nombre d'entre eux nous ont dit « Ah mais non, on n'avait pas dit ça ». D'accord. On n'avait pas dit ça, vous comprenez? Donc, non, nous avons été gérés d'une certaine manière, et ça là, si nous ne nous méfions pas de ce genre de pratique, c'est que là, nous sommes bons pour être conduits à l'abattoir. Même révision de la Constitution, ils ne sont pas d'accord. C'est une fausse alerte. Que cela se fasse de cette manière. Parce qu'ils sont suspicieux, ils ne sont pas confiants. Exactement. Antoine Aloukono. Bon, je pense que je vais répondre à cette question en deux volets. Parce que à voir tout ce qu'il y a comme polémique autour de la question de la révision de la Constitution, je voudrais séparer le principe de la révision de la Constitution de sa mise en œuvre. C'est-à-dire, je ne veux pas mélanger les deux. Parce qu'en mélangeant les deux, nous allons mal éduquer le peuple. Et demain, celui qui est mouvancier aujourd'hui, il sera opposant demain. Et celui qui est opposant aujourd'hui, Inch'Allah, il sera mouvancier demain. Et vous avez vu que nos amis internautes savent bien le faire. Lorsque vous êtes opposant, vous tenez un langage, ça vous attend là. Et dès que vous devenez mouvancier, les comportements que vous avez, ce que vous êtes en train de dire par rapport au même sujet, nos amis internautes, ils fouillent leurs archives et ils vous renvoient ça. Et on a du mal à le vivre. C'est pourquoi moi, dans tous mes débats, je prends toujours le soin de dire la vérité. Et là, je suis quitte. Vous savez, il faut comprendre ce que c'est qu'une révision constitutionnelle.
D'abord, la Constitution, c'est quoi? La Constitution, c'est le statut de l'État qui est une personne morale. Et c'est dans cette Constitution, évidemment, qu'on organise l'État. On organise les institutions, les pouvoirs publics, on garantit les droits fondamentaux des citoyens, on décrit les règles devant régir les gouvernants et les gouvernés. En un mot, c'est dans la Constitution qu'on élabore le contrat social qui doit régir le peuple. Bon, le peuple n'étant pas figé, ce corps social étant en pleine mutation, il est normal que l'on prévoit des mécanismes d'adaptation de cette constitution à l'évolution des sociétés concernées. Et ce n'est pas pour rien que les différents constituants essaient toujours de prévoir non seulement la révision de la constitution, mais les mécanismes pour y parvenir. Et donc, le constituant béninois n'en a pas échappé. Il a prévu la révision de la Constitution et les mécanismes pour le faire. Donc, sur le principe de la révision de la Constitution, moi, je pense personnellement que la révision de la Constitution est une très bonne chose parce qu'elle permet d'adapter la Constitution à l'usure du temps et donc permet à la Constitution de durer dans le temps. Donc, sur le principe, normalement, on ne doit pas entendre le mot révision et commencer par tituber, s'inquiéter. Non, cet enseignement que nous donnons au peuple béninois est un mauvais enseignement. Si nous, les politiques, on continue dans ce sens. Mais il parle de qui le fait. J'en viens. Il parle de qui le fait. Donc, sur le principe, et je crois que M. Azadassou même est en train de dire tout à l'heure que lorsque certaines conditions seront réunies, qu'ils sont pour la révision. Cela suppose qu'il comprend que la révision même, en soi, dans le principe, n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, dans la phase de mise en œuvre, c'est là où interviennent les différentes questions à savoir pourquoi il faut réviser la Constitution, quand il faut réviser la Constitution, comment réviser la Constitution. Et vous voyez, je réponds d'abord par comment il faut réviser la Constitution. Le constituant béninois l'a déjà prévu dans la Constitution elle-même. Les articles 154, 155 et 156 décrivent bien le processus. Il faut d'abord la phase de prise en compte lorsque nous avons 3/4 des députés présents à l'Assemblée nationale qui adhèrent au projet ou aux propositions de loi. La révision sera définitivement acquise si on a les 4/5 à l'Assemblée nationale. Dans le cas contraire, on fait recours au référendum. Qu'est-ce qu'il faut réviser? La Constitution même donne les bornes. Il dit, révisez tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas. Notre Constitution a prévu qu'il ne faut pas toucher à l'intégrité du territoire national, qu'il ne faut pas toucher à la forme républicaine de l'État, qu'il ne faut pas toucher à la laïcité de l'État. C'est écrit expressément dans l'article 156 de la Constitution. Mais la jurisprudence elle-même, la Cour constitutionnelle, en 2011, par rapport à la loi organique sur le référendum, bon, on a rajouté d'autres conditions, en dehors même du texte constitutionnel, à savoir le mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois, ne peut faire objet de révision. D'accord? Là, la limite d'âge de 40 ans à 70 ans ne peut faire objet de révision, et puis le régime présidentiel aussi ne peut faire objet de révision. Le juge constitutionnel en a rajouté. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu une autre jurisprudence qui en a dit le contraire. D'accord? Ça veut dire que les limites ont été tracées, même si on veut réviser la Constitution. Moi, je pense que aujourd'hui, les députés démocrates ont la minorité de blocage. Donc, le débat que font même les démocrates là, c'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. Puisque vous avez 28 députés.
Ça veut dire que même si vous ne dites rien et que on veut réviser, vous vous couchez chez vous. Le jour où on va réviser, vous verrez vous bloquer. Puisque vous avez 8 députés. Donc, faire des débats autour pour dire on veut faire ceci, on veut faire cela. Bon, peut-être que, bon, on alerte la population par rapport au vote ultérieur qu'on veut faire. Mais toujours est-il que, par ces mécanismes que vous avez définis, aucune révision n'est possible aujourd'hui sans les démocrates. Sans les démocrates. À partir de ce moment, la sécurité y est. Alors. Donc, tout ce qu'ils cherchent, si vraiment on veut réviser la Constitution, on aura besoin d'eux. Et moi, je veux vous dire... C'est bientôt à lui. Hein, non, je veux vous dire que la révision de la Constitution, comme je vous l'ai dit, si ce qu'on veut réviser est vraiment bon pour le pays... Pourquoi bloquer? Pourquoi on va bloquer? Si moi je prends la décision que la Cour a rendue par rapport au code électoral, bon, à ma première lecture, ne serait qu'à chaud, je pense qu'on ne peut pas régler ce problème sans toucher la Constitution. Puisque c'est la Constitution qui a fixé les dates. Je dis une première lecture à chaud. Mais je sais que la décision sera renvoyée à la commission des lois qui va faire ses études et donner son avis. Peut-être qu'on aura un avis qui permet de régler le problème sans toucher la Constitution. Mais moi, à ma première lecture, je pense qu'on ne peut pas régler ce problème sans réviser la Constitution. Maintenant, ce problème qui se pose, est-ce que ce n'est pas un problème réel qui a vraiment rupture d'égalité du parrainage par rapport... Si c'est vrai et que tout le monde est d'accord, pour éviter les problèmes à l'avenir, on peut s'entendre ne serait-ce que sur ça là, pour réviser. D'accord. Maintenant, s'il y a d'autres choses qui s'ajoutent, on peut faire le débat. Donc, il ne faut pas réviser, il ne faut pas rejeter la révision parce que je m'appelle démocrate. C'est ça, moi, je dis. Il ne faut pas rejeter la révision parce que seulement mon nom s'appelle démocrate. Je dois avoir des raisons solides qui militent en faveur de ce rejet-là. Alors, Yves Bouton-Lapèche, vous ne faites-vous pas confiance à vos 28 représentants au Parlement? Si, il n'y a aucun problème. C'est quoi le problème? Non, le débat que je mène ici, je n'ai aucun problème par rapport à ce que, à des moments donnés, il soit nécessaire de réviser la constitution d'un pays. Ça, je n'ai aucun problème. Voilà. Je n'ai aucun problème par rapport aux mécanismes mis en œuvre. Mais c'est pour ça, madame, que quand vous êtes porté à un niveau de responsabilité, faites en sorte que l'on vous fasse confiance. C'est important pour que vous puissiez continuer d'engranger des résultats. C'est extrêmement important. Non, nous ne refusons pas parce que nous sommes démocrates. Nous refusons parce que nous avons été conduits d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce stade où nous ne pouvons pas avoir confiance que lorsqu'on nous dit bon, nous allons réviser ça, c'est à ça qu'il faut s'en tenir. Même si, effectivement, nous sommes des intellectuels, nous lisons, nous comprenons, mais nous ne pouvons pas faire confiance que ça va s'en arrêter là et s'en tenir là. C'est pour ça que, madame, il reste 2 ans pour aller aux élections générales. Le mandat du président de la République actuelle court jusqu'en 2026. Ils ont révisé la Constitution en novembre 2019. Quels sont les intérêts qu'ils ont défendus en révisant la Constitution de cette manière, de façon à ce que tout ce qu'ils ont fait soit ait autant de lacunes, vous comprenez, alors qu'ils avaient la totalité du Parlement à leur disposition, alors que les gens votaient les yeux fermés, comme on disait à l'époque. Ça peut être à leur décharge une garantie qui vous amènerait à leur faire confiance. Ils avaient la possibilité de tout faire, ils ne l'ont pas fait. Si c'est à leur décharge, madame, si c'est à la décharge des députés d'alors, c'est à la décharge de l'exécutif aussi. C'est à la décharge de l'exécutif aussi. C'est ça qui fait que nous pensons que lorsqu'ils avancent révision de la Constitution
à cette heure-ci, c'est pour des intérêts. Il faut qu'on mette tout sur la table. Il faut que nous on comprenne les intérêts qu'ils veulent défendre. D'accord. Antoine Oui, Adoukonou vient de dire que vous avez la minorité de blocage. Nous avons la minorité de blocage et nous sommes tenus dans des débats de ce genre d'expliquer au peuple béninois pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire confiance au pouvoir qui est en place pour initier une révision de la Constitution. Nous ne pouvons pas faire confiance à la majorité présidentielle qui est en place pour initier une révision de la Constitution à l'heure actuelle. Ils n'ont qu'à partir, finir en 2026, et puis bon, le peuple béninois trouvera le mécanisme de réviser sa Constitution. Madame, la Constitution de 1990 a été votée à la suite de la conférence nationale. Vous comprenez? Et ce que nous avons soutenu, ma tendance politique a soutenu, parce que nous avons cette tendance à bloquer à 2 reprises la révision de la Constitution. Vous vous rappelez, en 2017 et je crois en 2018, je crois. Hein? Bon, donc cette tendance à bloquer à 2 reprises. Nous avons dit, faisons quelque chose comme un parallélisme de forme. Les gens qui ont mis en place cette constitution l'ont mis en place dans un contexte. Dans un contexte où il y avait, on se faisait confiance, on se parlait. Et il y avait la possibilité pour chacun de regarder concrètement ce qui est mis en place. Mais il a été dit non. Et puis, un beau matin du 1er novembre 2019, on s'est réveillé, la Constitution a été révisée nuitamment. Le débat qu'on a réclamé pour réviser la Constitution, ça nous a été refusé. Et la Constitution a été révisée nuitamment. Maintenant, évidemment, si on doit réviser la Constitution, nous sommes toujours dans la même posture. Nous sommes égaux à nous-mêmes. On ne peut pas réviser sans un débat national, madame. On ne peut pas réviser la Constitution sans un débat national. Toutes les lacunes que vous trouvez, vous auriez dû y penser. Mais l'Assemblée n'est-elle pas... L'Assemblée est ce que vous voulez. L'endroit le mieux indiqué pour faire ce débat national, puisque c'est la représentation nationale. Oui, mais ça ne suffit pas, madame. Ça ne suffit pas, voilà. Oui, Antoine Adoukonou. Bon, je pense que la notion de confiance dont M. Assata Assou parle, même si parfois peut s'avérer vrai, parce que pour avoir peut-être, à l'épreuve du temps, conclu à leur niveau que la confiance n'est pas de règle avec le pouvoir actuel, moi je pense que actuellement ils sont présents à l'Assemblée nationale. Ils ont la minorité de blocage. Et la révision, la révision qui sera faite sera portée par soit un projet de loi ou une proposition de loi qui va suivre certainement la procédure législative. Ça veut dire que ça sera affecté au président de l'Assemblée nationale, qui va le réaffecter à la commission des lois, qui va faire une étude. Et à partir de cela, déjà, la monture du texte sera à la disposition de tout le monde. Et on va commencer là maintenant par mesurer la confiance dont il parle. Pour voir est-ce que ce qui est demandé comme révision leur permet d'avoir confiance. Donc, ce n'est pas qu'un jour, ils vont se lever et voir seulement le texte être voté, non. Et lorsqu'ils n'auront pas le texte en main, ils vont démontrer à la part de tout le monde pour dire voilà ce que nous disons. Voilà ce qu'on nous a amené. Et pour cause, nous ne votons pas. Donc, ils auront le temps d'exhiber cette confiance-là. Mais pour le moment, il ne faudrait pas avoir des positions où ce qu'il faut régler aujourd'hui, parce que le problème qui est posé dans la décision de la Cour, par exemple,
si on le laisse en l'état, si je suppose que c'est une révision constitutionnelle qui doit régler ça, et que la révision échoue, ce n'est pas un problème. Mais en 2026, lorsqu'on sera dans une situation où certains maires en cours d'exercice peuvent parrainer et que d'autres ne peuvent pas parrainer, et que des nouveaux maires peuvent parrainer et que des nouveaux maires ne peuvent pas parrainer, il ne faut pas qu'on nous dise en ce moment, voilà les tests qui nous ont laissés. Oui, puisque vous qui l'auriez voulu en ce non, moment. mais l'erreur vient d'être constatée à 2 ans de cette échéance. Ceux qui ont fait l'erreur, on le leur concède puisqu'on est déjà devant le fait accompli. Mais vous qui êtes intelligents et qui ne peuvent jamais faire d'erreur, vous qui êtes infaillibles, vous êtes là maintenant, mais vous voyez l'erreur, vous dites non, persistons dans l'erreur. Ça là, je n'arrive pas à concilier votre manière de condamner les autres et l'attitude que vous avez, puisque les autres, à supposer même que ils n'ont pas fait attention, ou bien ils l'ont fait sciemment, etc. Vous êtes là maintenant, et l'erreur est établie au grand jour, devant tout le monde. D'accord. Vous devez donner l'exemple, tout en critiquant les autres, permettre de corriger l'erreur. C'est ce que je dis. Est-ce que c'est ce que traduit votre refus, M. Azatachon? Je traduis quoi, madame? Qu'on ne Ce veut qu'il pas corriger explique. l'erreur? Oui. Non, notre refus, c'est d'être accompagné vers une révision de la Constitution que nous n'allons finalement pas maîtriser à cause de la ruse qui nous a... Comment vous n'allez pas maîtriser? jusqu'ici. Vous allez Mais non, le test. monsieur. Vous aurez le test devant vous. Oui, d'accord. C'est quand vous avez le test, vous pouvez dire non. On verra en ce moment-là, seulement, moi je peux dire déjà aujourd'hui que nous n'avons pas l'absolue confiance en ce pouvoir pour initier une révision de la Constitution qui ne corrige que des erreurs effectivement matérielles. Je n'ai pas absolument confiance. Voilà. Mais à ce moment-là, on verra. C'est ça que je dis. Lorsque vous n'avez pas cette confiance, attendez d'abord d'avoir le test pour constater que... C'est le manque de confiance que j'exprime. Non, moi-même qui vous parle ici... Oui, vous n'avez pas confiance. Non, vous pensez que on ne peut pas faire sortir un test que je vais combattre? C'est ce que vous pensez? Non. Si on peut faire sortir un test que tous les citoyens peuvent combattre, puisque la Constitution, comme je l'ai dit, c'est le support de la société. On ne peut pas mettre dans la Constitution, par exemple, que quand les gens auront 18 ans, il faut couper leur tête. Et je vais dire, comme je suis mouvementier, j'accompagne. Non. Donc, vous ne serez pas seul à critiquer les tests. Si les tests sont mauvais, s'ils sont perçus comme mauvais. C'est ça que je dis. Si c'est perçu comme mauvais, vous ne serez pas les seuls à critiquer. Donc, ne mettons pas la charrue devant les bœufs. S'il vous plaît, vous êtes dans la mouvance au moins depuis 2016, je crois. Oui. Bon. La dernière révision de la Constitution a comporté un certain nombre de choses. Par exemple, on a retiré au Parlement, alors que le président de la République actuelle, lors de la campagne, disait que le pouvoir du président était exorbitant et qu'il fallait diminuer, mais il a enlevé la question des ratifications des prêts, il a enlevé ça du Parlement pour l'ajouter à l'exécutif. Vous n'avez pas critiqué, je ne vous ai pas entendu. Pas que des prêts, de ratification d'accord. Ratification d'accord. Et de prêts, c'est la même chose. Oui, quand vous mettez l'accent sur les prêts, c'est à dessein. C'est surtout souvent les finances qui sont considérées pour faire ces choses-là. Bon, c'est pour ça que je m'arrête à ce niveau. Maintenant, vous n'avez pas critiqué. Et puis, ça s'est fait. On a eu tous les mois, toutes les semaines, pratiquement, on a eu des prêts. On a dit que 3 ans après, ça devait et 3 mois après, normalement, je crois, d'après la Constitution, on devrait aller devant la représentation nationale pour justifier. Bon, même ça là, il a fallu que des gens commencent à critiquer avant que ça recommence à se faire. Non, on ne peut pas avoir confiance en des gens qui gèrent de cette manière. Vous n'avez pas critiqué ça. Or, ça là, c'est critiquable. Parce que les accords, c'est une question de souveraineté
du peuple. Vous comprenez? Donc ça, là, normalement, vous deviez critiquer ça. Vous ne l'avez pas fait. Je ne peux pas vous faire confiance pour dire, vous allez critiquer les tests mauvais. En général, on met des passes droits, madame, que vous découvrez après. Donc, non. Le moment venu, si vous voulez réviser la Constitution, organisez un dialogue national. Faites la détente politique. Et que chacun soit libre, que personne n'ait peur d'exprimer son point de vue et que chacun soit libre de regarder le test virgule par virgule, point par point et qu'il puisse donner son point de vue sans être inquiété. C'est une question d'atmosphère, madame. C'est une question d'atmosphère. Si vous ne faites pas comme ça, nous ne pouvons pas avoir confiance que vous n'avez pas glissé des passes droits dedans que nous découvrirons après, au lendemain du vote. Vous comprenez? Non, parce qu'on a été géré comme ça. C'est pour ça que la leçon principale que moi je tire de ce débat sur la révision de la Constitution, madame, quand on vous met à un poste, que ce soit à une télé, que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans votre commune, que ce soit dans le pays, gérez avec transparence, gérez en rassemblant tout le monde. Faites en sorte que vous fassiez confiance. Et vous n'allez pas vous retrouver bloqué bêtement pour des choses, même sur votre propre bonne foi. Vous comprenez? Vous pouvez avoir de la bonne foi, mais la façon dont vous avez procédé ne permet pas de vous faire confiance. Vous comprenez, madame? C'est ça que je voulais dire. Mais ce débat, on va continuer de le mener. Et on verra bien. On verra bien. Ce qu'il dit, c'est vous qui le on verra bien. Non, ce qui m'étonne, pourquoi on veut transposer une réalité d'une assemblée où on n'est pas présent, où tous les députés sont acquis à la mouvance, à une réalité où non seulement on est présent, on a une minorité de blocage. Bon. Ça veut dire qu'entre-temps, les tests n'étant pas bien lus, vous maintenant vous êtes là à l'Assemblée, vous allez bien lire. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez bloquer. Bon. Donc moi je ne pense pas qu'on aurait fait cette transposition. Vous savez, il y a des réalités que parfois on cache au peuple. Ce que M. Azadassou dit, c'est que les démocrates ont géré le pouvoir par le passé. Bien évidemment. Et ont été majoritaires à l'Assemblée. Pas les démocrates. Non, les FCBE. La tendance politique. La tendance politique, oui, les FCBE. Très bien, très bien. Et au moment où vous étiez majoritaire à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui vous dit que tout ce que vous avez fait là, qu'il n'y avait pas des gens qui étaient dans l'opposition et qui n'étaient pas d'accord? Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle. Il y avait plein de gens. Moi, je me rappelle. Et ils sont au pouvoir maintenant. Moi, je me rappelle. C'est eux maintenant qui votent les lois et qui vont demander à la Sénat comment on les applique. Il y a un exemple que j'ai gardé où nous étions Union pour la Nation dans l'opposition et nous étions majoritaires à l'Assemblée nationale. Oui. Et nous avons voté, parce qu'on était majoritaire à l'Assemblée, la loi d'abrogation sur le RENA pour empêcher que nous fassions la LEPI au forceps parce que les conditions n'étaient pas réunies en 2010 pour que la LEPI soit prête avant 2011. Et nous avons voté une loi d'abrogation. Et qu'est-ce qui s'est passé? La minorité, FCBE, etc., ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Et la Cour a abrogé, a dit que cette loi est contraire à la Constitution pour nous empêcher de faire la LEPI. Parce qu'on voulait certainement se servir de cette LEPI pour faire le chaos que nous avons obtenu. Non, c'est pour vous dire que... On ne va pas ramener le débat de la LEPI. Non, je ramène ça parce que... Je suis prêt à dire... La LEPI, ce qui s'était passé. Je ramène ça pour dire que au Parlement, les votes qu'on exprime, ça ne s'exprime que dans les rapports de force. Il y a la politique dedans. Oui, il y a la politique dedans. Bon, donc, il y a la politique dedans. Ne nous cachons pas. Pourquoi vous avez besoin de nous alors? Ne nous cachons pas la face. Ne nous cachons pas la face. Vous avez le rapport de force. Vous avez la minorité de blocage. D'accord. Jouez pleinement votre rôle devant le peuple. Non, c'est ce qu'on fait. Le peuple vous suit de près. C'est ce qu'on fait.
D'accord? Le peuple vous suit de près. Encore moins que le député n'a pas de mandat impératif. Ce que nous faisons là pour dire, les gens vont voter en groupe, les gens vont voter en groupe là. C'est une entorse que nous portons à la Constitution, mais c'est la pratique parlementaire. Sinon, chaque député n'ayant pas de mandat impératif, un démocrate peut voter contre son groupe. Il n'aura pas violé la Constitution, puisqu'il n'a pas de mandat impératif. Les pratiques que nous faisons là, pour dire les gens ont qu'à voter en groupe, les gens sont milieux là, ce n'est pas une bonne pratique, parce que quelque chose peut être bon pour le peuple. D'accord. Mais politiquement, on va dire, il faut bloquer le président Talon. Il faut bloquer. Mais c'est bon pour le peuple. Mais politiquement, il faut bloquer. Et quand on dit ça, les députés, il y aura des députés qui auront compris que ça là c'est bon. Hein. Mais, comme mon groupe est en train de dire ça, je vais suivre. Cette pratique que nous arborons dans nos parlements, un danger pour l'avenir. Autant opportun. Le député doit être libre de donner son opinion. C'est un danger pour l'avenir. Et le député ne peut pas être dans un groupe politique. Je le refuse. Il est libre de son groupe politique. Je vous dis que c'est une pratique. Et les vôtres sont libres. Ce n'est même pas un groupe politique, c'est une personne. C'est autant vrai. Les vôtres sont libres. Autant vrai pour les démocrates que pour les autres groupes parlementaires. Je vais l'Union progressiste, le renouveau, et voter contre la proposition de loi. Alors, si vraiment je ne suis pas convaincu. Antoine Nkono, autant opportun, chacun apportera sa stratégie s'il le faut. Sinon, voilà, pour très bien. On n'y est pas, non? On n'y est pas On n'y est pas. On fait un débat dans le vide. On n'y est pas. On n'y est pas. Voilà, donc attendons de voir le test. Pour l'heure, on n'y est pas du tout. Passons au second sujet, qui est celui de la première édition des Vodou Days. C'est fini. Alors, pour vous, un pari réussi, un pari gagné, monsieur Azatassou? Madame, j'ai trois choses par rapport à ces journées qui se sont déroulées. La première chose, c'est que c'est une bonne chose de célébrer notre tradition. Je ne dis pas ça seulement parce que ça nous apporte de l'argent. Je ne dis pas ça parce que ça fait du folklore, c'est du spectacle, on regarde. Non. Je dis ça parce que c'est notre identité. Dans ce pays, on a souvent dit à certaines époques que pour que le Bénin se développe, il faut une mentalité nouvelle. Il faut un Béninois nouveau. On a souvent dit ça, madame. Le Béninois qui est là actuellement, c'est le produit de ce qu'on a vu et de ce qui s'est passé après. Et si on ne connaît pas le fond, c'est-à-dire FOND, si on ne connaît pas si on ne connaît pas ça, on ne peut pas maîtriser le Béninois d'aujourd'hui, on ne peut pas maîtriser nos tics, nos réactions, nos comportements vis-à-vis d'un certain nombre de réalités. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est vrai que, bon, ça ne se fait même pas sous la même forme dans tout le pays, ni dans toute l'Afrique, mais le fond est le même. Le fond est le même. Le fond, c'est-à-dire le fait que on met dans chaque élément de la nature et de la société, on met des esprits qui guident, qui travaillent. Est-ce que tu vois? Et qui servent d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Vous comprenez? C'est ça le fond. Et le fond est le même partout, même si ça ne prend pas la même forme. Donc, c'est important. Et c'est pour ça que moi, je voudrais féliciter ceux qui ont démarré ça, notamment le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous comprenez? Je voudrais... Bon, mais quand j'ai dit, il faut qu'on se connaisse soi-même, c'est quoi? C'est que, pour moi, c'est l'homme qui fait le développement. Et le développement est fait pour l'homme. Ça, c'est mon leitmotiv. Et par conséquent, l'acteur de développement, si vous ne maîtrisez pas comment il est, quel est son comportement, vous ne pouvez pas l'amener à le faire. Il va naviguer à vue, il va tâtonner dans la nature, il va dans la société, il va patauger, et puis il finira par arriver à un point. Vous comprenez? Mais on veut accélérer le développement. Et c'est important de nous faire célébrer ça. La deuxième chose que j'ai, madame, c'est que j'ai noté une volonté du pouvoir actuel de se
rendre populaire à tout prix. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis à tout prix? Bon, disons que on avait noté lors du discours du chef de l'État qu'il était un peu, c'est comme s'il était un peu désemparé. Il a dit, par exemple, lors du discours à l'Assemblée nationale, le discours sur l'état de la nation. Le dernier. Le dernier, à l'Assemblée nationale. Il avait dit, bon, on a augmenté les salaires de façon historique, comme il l'a dit, de façon historique, mais que le pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré. On a subventionné un certain nombre de choses, mais la vie chère continue de persister. C'est comme si il donne sa langue au chat. Et il recherche, j'ai compris à travers cet événement-là, qu'il recherche la popularité à tout prix. À tout prix. Quand on cherche la popularité à tout prix, qu'est-ce qui se passe souvent? On s'intéresse à la jeunesse. Et on offre à la jeunesse des spectacles peu instructifs. Je sors peut-être pas du Vaudou Day. Non, vous n'allez pas sortir, hein, on reste dans le Vaudou Day. D'accord. On offre des spectacles peu instructifs. Et puis on offre le sexe, madame. Ah, c'est ce que vous avez vu? J'ai vu le sexe à débrider, à ciel ouvert. Ce n'est pas seulement le sexe que les jeunes cachent, pour lesquels ils se culpabilisent, qui se trouvent dans des vidéos ou dans des bandes dessinées qu'ils cachent à papa. Non, j'ai vu ça organisé par l'État béninois à ciel ouvert, madame, sur le podium. Vous comprenez? Troisième élément. Et ça, troisième élément, c'est que je pense que le pouvoir a révélé sa nature. C'est-à-dire? Je pense au dernier acte, le TOFA. Le TOFA, par le passé, c'est vrai que bon, c'est une pratique divinatoire et il y a des façons d'interpréter et tout ça, mais le TOFA semblait plus libre. Le TOFA semblait plus libre. Le TOFA on ne peut pas dire qu'ils arboraient des points de vue contre le régime, non. Mais là, maintenant, on l'a vu le TOFA vraiment embrigadé, vraiment coincé. Ça ressemble à ce régime, madame, sur la question de la liberté. J'ai vu un TOFA là, j'ai vu un TOFA lié qui fait l'éloge du pouvoir plutôt que de dire ce qui va arriver au peuple béninois. J'ai vu un TOFA lié. Ça m'a rappelé, madame. Rapidement, hein, ça m'a rappelé la question de l'organisation de la société civile dirigée par, à l'époque, comment il s'appelle, Jean-Baptiste Elias. Il était enquiquinant, mais vraiment enquiquinant pour les dirigeants politiques. Il mettait le doigt sur les déviations, les détournements, il attirait l'attention. Il avait commencé avec ce régime, les affaires de moto, les affaires de etc. Et puis, patatras, madame, bon, son mandat était terminé, c'est vrai, mais on a remis à un ministre du gouvernement, et puis plus rien. Plus rien. C'est-à-dire que c'est exactement ce que ça m'a rappelé. C'est dommage, madame. D'accord. On parle du cesse à volonté, également un TOFA embrigadé. C'est votre lecture également? Bon, je suis content déjà que M. Azetassou a compris quand même que sur le principe que ce n'est pas une bonne chose de valoriser davantage nos cultures. C'est une bonne chose. Oui, c'est ça, il dit. J'ai dit que je suis très content qu'il aurait dit, et je suis de son avis, qu'il faut travailler à ce que nos cultures soient valorisées, notamment la culture vaudou qui, à ma foi, est le noyau de notre culture. C'est vrai que avec le spectacle de ces Brésiliens, ça a été une surprise pour les uns et les autres parce que
personne ne s'attendait à voir peut-être ce carnaval où les femmes sont pratiquement moitié nues. Et ça a choqué plus d'un, y compris moi-même qui suis ici. Mais je dis, comme ils disent qu'ils veulent donner une dimension internationale à ce festival, cela s'entend qu'il faut que l'international soit présent. C'est une première et ils ont invité ces Brésiliens, ces Afro-Brésiliens, bon, qui ont présenté les spectacles comme s'ils étaient en Brésil, puisque la troupe qui a été invitée ne peut pas s'adapter à notre réalité ici en changeant sa manière de faire. Maintenant que tout le monde en parle, le gouvernement n'a pas les oreilles sourdes. Je pense que c'est une œuvre humaine. Si éventuellement il y a des choses à corriger pour l'avenir, on va le corriger. Mais ne jetons pas le bébé et l'eau. Si ce qui est fait est bon et que nous nous attelons à montrer ce qui est mauvais dans l'organisation et à l'amplifier, si on ne sait pas faire, nous allons faire en sorte que les gens vont penser que c'est le vaudou déisme, que c'est mauvais. Et dans les discours que nous faisons, et le discours des politiques, il faut être très méfiant. Vous avez vu, M. Ajatassou a essayé de dire que le chef de l'État veut exploiter ce vaudou déisme-là pour se donner une cote de popularité. Vous voyez? Et c'est parce que on a ça dans la tête que on est tenu d'aller chercher le pouls sur les cheveux là pour dire, bon, ce vaudou déisme qu'il a organisé là, c'est du jamais vu. Ça peut le rendre populaire. Nous, en tant qu'opposants, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'ait pas le résultat de popularité qu'il veut là? Nous allons attaquer. Le pouls était visible. Hein, non, je ne refuse pas. Ce que je dis, c'était visible et je n'ai pas dit le contraire. Mais moi, j'ai dit par exemple que c'est une première. L'erreur humaine, les gens sont en train de critiquer. On va voir ce qu'on peut faire à l'avenir. Mais en même temps, vous l'avez exploité pour montrer que c'est ci, c'est ci, c'est ça. Bon, moi je voudrais dire que le chef de l'État est un homme politique. Même si il veut utiliser le vaudou déisme pour se donner une popularité, il n'a rien fait de mauvais. Suivez mon regard. Pas à tout prix. Non, non, même si c'est à tout prix, il est un homme politique. L'éducation de nos jeunes. Non, non, mais il a expliqué. J'ai expliqué qu'on a invité une troupe qui est venue avec son format. Non, il faut regarder. Les fois à venir. Il faut regarder ce que les gens font. Avec quand vous les invitez, il faut les regarder. Non, avant les fois à venir, est-ce qu'il n'est pas possible de corriger la chose? Bon. C'est ça. Donc, le chef de l'État en tant qu'homme politique, ne sera plus le même. Il peut utiliser toutes les occasions pour se donner la popularité qu'il veut. Et je pense qu'en la matière, vous êtes des champions. Suivez mon regard. Vous êtes capable même d'aller le faire au marché. Donc, on ne peut pas refuser le sexe, là. À l'autre. Non, ce n'est pas affaire de sexe. Ce n'est pas affaire de sexe. Bon. Mais votre leader aussi, quand il a les occasions, quand vous étiez au pouvoir. Bien sûr, bien sûr. Bon, voilà. Non, donc, non, dis pas ça, vous ne pouvez pas refuser cela au chef de l'État d'utiliser aussi le vaudou déisme, si tel était le cas, de se faire une popularité. Pas à tout prix. Même si c'est à tout prix. Non. Pourquoi? Pourquoi pas? Il est quand même élu le président de la République. Vous ne pouvez pas me dire que pour voter déisme, il n'y a que le CES seul qui a fait le menu. Non. Que dites-vous des autres menus qui sont passés? Non, mais ça, il ne faut pas prendre ça la seule pour noircir. Ça, c'était pas bon. Et il fallait le dire. Si je tire les conclusions ici, je crois que Michel Ajatassou est dans son rôle. On va évoluer. Parce que déjà, quand il voit que ça peut donner une cause de popularité,
il ne peut que travailler dans le sens de pouvoir permettre aux autres de ne voir que les aspects négatifs. Tofa Brigadé. Bon, la question du TOFA, bon, j'ai pas trop suivi, mais finalement sur les forums, j'ai cru que peut-être il y a quelques mésententes. Ils ont été rappelés pour interpréter tout ça là. Bon, ce que je peux dire, c'est de m'adresser à ces prêtres du phare pour leur dire que ils doivent faire l'effort de garder leur dignité. Parce que mélanger peut-être la politique au phare, ça leur sera fatal. Parce que les politiques, ils sont comme des gladiateurs. Hein. Si vous pensez que vous êtes en train de cheminer avec eux, vous n'êtes utile que quand vous êtes utile. Hein. Demain, quand vous n'êtes pas utile, on peut vous laisser de côté. D'accord. Donc, ils n'ont qu'à s'occuper de leur part et bien faire leur part pour ne pas se laisser aller partout. Hein. Alors, en dehors de ces fausses notes que vous allez noter, on peut dire que le pari, il est gagné, M. Azatassou, tout au moins. Bon, disons qu'il y a eu effectivement de beaux spectacles, c'est vrai. Mais ce que j'ai suivi... Mais on a fini, hein, M. Azatassou, c'est pas pour faire encore l'empereur, on a fini. On a fini? On a fini l'émission. Ah, d'accord. Oui. Bon, si on a fini, donc je vous remercie de m'avoir invité. Non, en ce qui concerne le Vodou Day, j'ai lu récemment hein, l'interview du chef de l'État à des journalistes étrangers. Et j'ai lu son appréciation sur ce qui s'organisait avant. Il dit avant, on allait dessus. C'est-à-dire que je n'ai pas aimé la façon dont il a apprécié ce qui ne se passait avant. Ce qui se passait avant, j'ai rendu hommage au président Soglo. C'est vrai, j'ai rendu hommage au président Soglo. Ce qui se passait avant, c'était le début, c'était le démarrage. Il fallait améliorer, mais il ne faut pas jeter l'opprobre. Il ne faut pas dire c'est moi qui suis arrivé et tout est beau, tout est parfait. C'est pas bon comme mentalité. Merci beaucoup, monsieur Genèse. Monsieur Azatassou, j'ai l'impression que vous avez analysé pour voir les points qu'il faut attaquer pour que vraiment cette popularité-là que vous entrevoyez n'existe pas. Bon, sinon, je n'ai pas suivi le chef de l'État qui aurait tenu des propos qui soient de nature à jeter l'opprobre qui se... Non, je n'ai pas dit l'opprobre. Non. Mais il a minimisé. Il a dit ce qui s'est passé avant. Bon, je n'ai pas... Vous l'avez pas... Moi, je ne l'ai pas suivi. Bon, et je ne crois pas que le président Talon aurait tenu des propos... Non, il tient des propos comme ça. C'est comme si depuis 1960, il n'y a eu personne. Depuis 1960... C'est votre interprétation. Non. Non. Depuis 1960, il n'y a eu personne, il n'y a que lui qui soit venu développer le Bénin. C'est la même mentalité qu'il a produite là. C'est pas bien. Je n'ai pas suivi. Il faut rendre hommage. Vous êtes responsable. Merci à chacun de vous. Antoine Adoukonou, je n'ai pas suivi. du Bloc républicain, Eugène Azatassou du Parti Les Démocrates. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était leur opinion sur les différents sujets d'actualité de cette semaine. Alors, c'est fini pour le duel. On va se retrouver pour le reste de ce programme de Dimanche, c'est politique. À tout à l'heure.